Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de voix éraillée par la vie. Dans ce 29e épisode, on va découvrir la vie sexuelle des personnes âgées, mais avant ça, les actus de la semaine. Ça y est, Google semble enfin avoir décidé d'une stratégie vis-à-vis des podcasts et ce n'est pas Google Podcast qui risque de devenir l'outil principal du géant du web, mais bel et bien YouTube, comme l'explique le site PodNews, relayé en France par Podmust. La plateforme vidéo serait en train de créer un espace dédié au podcast. Elle permettrait d'aspirer les flux RSS comme sur n'importe quelle plateforme d'écoute, de créer un visuel pour chaque épisode parce que ça reste des vidéos, mais surtout d'utiliser l'excellent algorithme de recommandation de YouTube. On le sait, l'une des principales difficultés pour les podcasteurs et podcasteuses, c'est de faire découvrir leur travail et ça pourrait bien changer grâce à l'algorithme de recommandation personnalisé de YouTube qui marche déjà très bien pour découvrir de nouvelles vidéos. Plein de questions restent en suspens, à commencer par la date de mise en ligne de cet espace, youtube.com/podcast, sans oublier les datas et la monétisation des contenus. Pour l'instant, YouTube n'a fait aucun commentaire sur cette info qui se base quand même sur un document interne qu'ont pu se procurer les équipes de PodNews. Pour en savoir plus, je vous mets le lien vers l'article en anglais dans la description de l'épisode. Louis. C'est une première à ma connaissance dans le monde des gros studios de podcast. Louis Média se lance dans la formation professionnelle pour apprendre à faire un podcast. Les cofondatrices Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski proposent 4 demi-journées thématiques. Le 18 juin, lancer son podcast, puis faire grandir son podcast le 25 juin, les techniques d'interview le 2 juillet et diffuser et promouvoir son podcast le 9 juillet. Chaque atelier est animé par les 2 cofondatrices et ou par la productrice Maureen Wilson et le directeur marketing de Louis Média, Gauthier Derocle. Ça coûte entre 250 et 490 € par demi-journée et avec un nombre de places limité à 12 ou 15 par atelier. C'est une opération qui devrait représenter une belle source de revenus pour le studio qui avait réussi à lever 450 000 € juste avant le début de la pandémie de Covid. Les ateliers auront tous lieu dans les locaux de Louis Média, dans le 11e arrondissement de Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur louismedia.com/atelier au pluriel. 11, Envoyez le magnéto. 10, 9, Monte d'un plot. 8, Attention, tu 7, gardes un fond sonore. 6, 5, 4, 3, 2. 1. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. La crise est partout. Ça aurait pu être un épisode de fiction sonore, mais c'est la réalité. Dimanche 10 avril, à l'heure de l'annonce du résultat du premier tour de la présidentielle, les auditeurs de France Inter qui habitent dans l'Est parisien ont eu la surprise d'entendre une voix inconnue. Et pour cause, la première radio de France a été piratée. Pendant 2h20 environ, une boucle d'un quart d'heure aux airs de pamphlets anarchistes a tourné sur la fréquence de France Inter dans un périmètre très restreint, ce qui fait penser à un dispositif artisanal. L'opération n'a pas été revendiquée et elle aurait pu être vite oubliée si un journaliste de France Inter justement, Antoine Chao, n'avait pas sorti son enregistreur pour graver ce moment sur les ondes. Il a même mis en ligne 30 minutes de cet enregistrement bizarroïde sur SoundCloud. Pour les plus curieux, on vous met le lien dans la description. Si vous êtes allé dans une librairie depuis le 14 avril, peut-être avez-vous aperçu une couverture jaune et bleue avec un gros On the Verge dessus. Il s'agit de l'adaptation du podcast indépendant d'Anne-Laure Parmentier dédié aux sexualités masculines lancé en 2018. La créatrice revendique 1 million d'écoutes et le podcast se décline désormais sur papier avec un ouvrage essentiellement constitué de retranscriptions de morceaux d'interviews qui explorent toutes les facettes de la sexualité masculine, des troubles de l'érection en passant par les différents types d'orgasmes ou le BDSM. Il y a tout de même 7 témoignages inédits et des encadrés thématiques à la fin de chaque chapitre pour agrémenter le propos.
Le livre coûte 18,90 € en physique, 9,99 € en PDF et il est édité par Robert Laffont. Je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai passé le week-end dernier en Belgique pour la 3e édition du Bruxelles Podcast Festival. Et qui dit festival dit compétition. 14 podcasts concouraient dans 3 catégories, documentaire, fiction et reportage, plus le prix du public. Au bout de 4 jours de tables rondes, de rencontres et d'écoutes en avant-première, les organisatrices et le jury ont annoncé le nom des gagnants et gagnantes de cette compétition réservée aux podcasts belges. Et autant vous dire que j'ai eu le nez creux en vous parlant de Rouge Vif dans l'épisode précédent, puisque c'est Mehdi Bayad qui a remporté le prix de la meilleure fiction avec ce podcast. Alors, je ne vais pas tout vous raconter à nouveau, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'écouter Rouge Vif, disons que c'est une fiction qui explique comment fonctionnent les fictions, le tout en huis clos dans un studio de podcast. Allez, je vous mets un petit extrait. Non mais encore une fois, détendez-vous Adam, tout va bien se passer. Pardon, c'est ma première émission de radio, j'ai jamais fait ça. C'est pas une émission de radio qu'on fait ici. Ah non ? Non, je vous ai expliqué par mail, Adam. On fait un podcast. C'est pas une émission de radio. Ah. Voilà. Et c'est quoi la différence ? La différence, ben, ça n'a rien à voir. Une émission de radio, c'est pour la radio, en fait. Et un podcast, c'est pour Internet. Vous voyez ? Vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 28 de Sans Algo pour en savoir plus sur Rouge Vif. Le 2e podcast récompensé dimanche soir, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les résultats du premier tour de la présidentielle, c'est Je parle toutes les langues, mais en arabe, de Myriam Pruvot. C'est un documentaire sur la parole, la voix, le chant et surtout la langue arabe, avec une vraie proposition de création sonore. Je crois que c'est Assia Djebbar qui avait écrit un petit roman comme ça sur je crois que c'est la fille arabe, où il a commencé par une citation d'un missionnaire français où il disait quand il arrivait dans les ruelles que ici on ne peut pas faire la différence entre les abois des chiens, le mouvement des animaux et les Arabes qui sont cachés. Le jury a aussi fait une mention spéciale à un autre documentaire qui s'appelle Le mécano de l'évasion et qui met en scène le témoignage de Nordine, un ancien détenu devenu professionnel de l'évasion au fil des années. Celui-là, je l'ai adoré et je vous conseille d'aller l'écouter en entier. Il est signé Chédia Lerouage. L'atmosphère, elle peut être changeante d'une prison à l'autre, non pas par le mode de passer son temps dedans, juste par les bruits ambiants. À Saint-Gilles, une fois que tu es au cachot, tu n'entends plus rien, si ce n'est une infirmière. Corinne, les piqûres, il faut les ramener par là. Parce que le cachot est au CMC, centre hospitalier de la prison. Corinne, les médicaments, il faut les déposer dans la section, ils ont besoin de toi. Et le bruit s'éloigne. À Forêt, c'est pas de bruit du tout. Le prix du public a été remis au podcast Les Glaneuses de Sarah Semana pour Synergie. C'est un podcast d'entretien avec des réalisatrices pour comprendre un peu leur œuvre et leur approche de leur métier. L'épisode primé par le public donne la parole à Rosine Mbakam, réalisatrice camerounaise expatriée en Belgique. Elle y raconte son travail de décolonisation des regards qui consiste à montrer l'Afrique avec un regard d'Africaine, bien loin des films qu'on lui a montrés dans son école de cinéma en Belgique. La propagande de la colonisation a quand même utilisé le documentaire pour faire passer son message. Et c'est comme ça qu'on intègre les codes de domination et de soumission. Moi, le déclic vient du fait que je vois dans Alain Sas un film qui représente des gens qui me ressemblent d'une manière qui me choque. C'est un film de Raymond Despardons, Afrique, comment ça va avec la douleur. Et je vois que les gens qu'il filme, pour la plupart, il ne leur a pas demandé leur autorisation. Il est intrusif, il parle pour eux, mais de quel droit ? De quel droit ? Et l'Afrique, on a toujours parlé pour elle.
c'est pas possible que ces cinéastes-là soient des références, oui, mais qu'on ne remette pas en question aussi leur démarche. Ça me dérange dans une école de cinéma. Et j'en viens au dernier podcast primé au Bruxelles Podcast Festival 2022 en catégorie enquête, reportage, entretien, en gros, le meilleur travail journalistique. Il récompense le 2e épisode du 3e âge du sexe, un diptyque sur la sexualité des seniors, réalisé par Jacqueline Ngoana, Morgane Vachberg, Sarah Brarou et Marie-Flore Pirmé. Ces 4 étudiantes en journalisme bruxelloises ont voulu questionner le tabou de la sexualité des plus de 60 ans en interrogeant des seniors, jeunes et moins jeunes. Seul le 2e épisode a été primé, mais j'ai envie de vous parler des 2, parce qu'ils sont tous les 2 chouettes pour des raisons différentes. Dans le premier, qui s'appelle L'air de rien, le sujet du corps et de ses changements est central, comme on l'entend dans le témoignage de Martine, 62 ans. Effectivement, moins d'envie parce que ton corps est moins prêt à recevoir aussi l'autre. Ouais, t'as ces bouffées de chaleur qui arrivent en plein milieu, là t'es en train de transpirer, un vagin sec, malgré les crèmes, c'est quand même pas la même chose. Les cellules sont pas les mêmes, elles sont plus fines, plus fragiles, donc plus douloureuses. Donc ça te donne moins envie. Hein. Et moi je trouve ça dommage, je me dis waouh quoi, mais non, c'est pas possible, j'ai 50 ans, non. Alors, comment on dit ? Moi j'appelle ça mon ami câlin. Donc c'est la traduction française plus mignonne de sex friend. Donc en quelque sorte, quand j'ai quitté mon mari, j'ai eu un autre amoureux effectivement. Et puis après, j'ai une période où j'ai eu 2-3 amis comme ça, où ça se passait moyen. Et puis après, c'est à 50 ans que j'ai rencontré mon ami câlin de maintenant, où il y a eu un truc où j'ai eu l'impression d'être ado en fait. On s'est embrassés tout à fait par hasard, il y a eu les frissons, le machin, enfin un truc de dingue. Et on continue un peu à vivre une sexualité comme des ados. On se voit pas très souvent. Et du coup, chaque fois qu'on se voit, c'est waouh, il va arriver. Et après, on est encore waouh, comme ça. C'est trop cool, quoi. Ça, c'est le côté que j'adore. Dans le 2e épisode, qui s'appelle L'amour au home, les journalistes se concentrent sur le sujet de l'amour et de la sexualité quand on vit en maison de retraite. Ça peut paraître anodin comme ça, mais quand on y pense, l'espace où on vit, où on évolue, influence pas mal notre vie amoureuse et sexuelle. Et quand on est âgé, qu'on vit dans un lieu collectif, médicalisé et sans aucune intimité, ça peut être coton. Mais est-ce qu'on a encore envie de faire l'amour passé un certain âge ? Je laisse ce petit couple de 62 et 73 ans répondre à cette question. Bah oui, c'est l'amour platonique. L'amour, c'est l'amour. Ça vient et ça part pas toujours. Mais j'aime bien mon peu plus. Je sais pas si le même. Mais voilà, on est bien ensemble. Et ça me fait vivre. Je suis resté quelques mois tout seul dans ma chambre. J'en avais ras-le-bol. Maintenant, ça va. J'ai mademoiselle ici. Elle te parle de sexualité. Mais moi pas. Sexuellement, il n'y a rien. Parce que je suis pas à l'aise dans une chambre. On ne peut pas les fermer à clé. Il y en a beaucoup ici qui ouvrent l'armoire, qui viennent voir, qui sont curieux. Bonjour, ouais, ça va. Donc on n'arrive pas à l'acte. Moi, je le ressens, quoi. Que bon, c'est plus comme avant. Avant, j'étais une baraque à frites, mais maintenant, une baraque à glaçons. C'est plus le même, quoi. Je suis resté près de 2 ans et demi sans faire l'amour, sans rapport, sans rien. Je ressens le besoin vraiment pas. Et j'hésite beaucoup, parce que j'ai peur que je n'arriverai pas
à l'âge que j'ai. Et ça me ferait mal quand même. C'est plein de pudeur et en même temps, ils disent des choses très intimes. J'ai trouvé ce documentaire très beau, malgré une voix off un peu scolaire parfois. Je vous le conseille tout de même parce qu'il ne se contente pas de mettre bout à bout des témoignages de personnes âgées sur la sexualité. Il donne aussi la parole à des experts et à des encadrants de la maison de retraite qui soulèvent plein de questions sur la dichotomie entre sexualité et vieillesse. Pour en savoir un peu plus sur le troisième âge du sexe, j'avais prévu d'interroger les 4 journalistes qui l'ont réalisé à la fin de la cérémonie de clôture du Bruxelles Podcast Festival, mais aucune d'entre elles n'était présente. C'est donc à distance, après mon retour à Paris, que j'ai interrogé Marie-Flore Pirmé, l'une des co-autrices. Bonjour Marie-Flore Pirmé. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la sexualité des personnes âgées en particulier? Je dirais qu'on s'est rendu compte qu'on vit quand même dans une société qui est sursexualisée, quoi. On en parle tout le temps et nous, en tant que jeunes, on a un rapport assez décomplexé avec ça. Mais lorsqu'il était question dans nos familles de parler d'amour, d'intimité, de sexualité, déjà avec nos parents, ça peut parfois bloquer quand on n'a pas une super bonne relation ou que le débat n'est pas ouvert. Mais alors avec nos grands-parents, c'était encore un autre level, quoi. Donc on s'est demandé, tiens, pourquoi est-ce que finalement on vit dans une société où la sexualité est ultra présente, mais on fait comme si les jeunes générations étaient les seules concernées par une sexualité, quoi. Et une fois que vous aviez, décidé de travailler sur ce sujet, comment vous avez défini les 2 angles? Puisque vous avez 2 épisodes et 2 angles, différents. Comment vous avez choisi ces 2 angles-là? Est-ce que vous avez commencé par faire des interviews et vous vous êtes dites: «OK, on a 2 fils à tirer» ou est-ce que vous saviez déjà avant de commencer que vous vouliez raconter ces 2 histoires et ensuite vous avez cherché des gens pour vous la raconter? On savait déjà qu'on voulait aborder ces 2 angles en amont parce qu'on a quand même dû passer par une phase exploratoire et documentaire, je dirais, dans un aspect sociologique autour de la question de la sexualité chez les aînés. Mais c'est vraiment en commençant les interviews qu'on s'est rendu compte que la question du lieu de vie devait vraiment retenir notre attention pendant la réalisation du podcast. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire, ok, on va rassembler un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui sont âgées de 60 à 90 ans. Et puis ensuite, on partira dans une maison de repos, donc un EHPAD en France, pour aller questionner justement le lieu de vie et comment l'intimité se vit dans une maison de repos, donc dans un lieu qui n'est absolument pas propice à une sexualité ouverte, et en tout cas le débat n'est pas ouvert non plus, quoi. Justement, comment ça s'est passé pour, récolter ces témoignages, notamment, dans la maison de repos? Vous avez dû, j'imagine, avoir d'abord l'accord de la directrice de la structure, c'est ça? Ouais, en fait, on a contacté, je pense, une vingtaine de maisons de repos, autant à Bruxelles qu'en Wallonie, parce qu'évidemment, il y avait une question aussi de territoire. On voulait faire un peu ressortir, je veux dire, la beauté des accents. Et donc là, on a eu de la chance parce qu'on est tombé dans une maison de repos de la région liégeoise, donc dans le sud de la Belgique. Et donc via la directrice qui avait déjà commencé à ouvrir le débat sur la question de la sexualité dans son institution, au travers de la mise en place d'ateliers, de débats aussi avec les résidents, en s'entourant d'associations et compagnie. On a ensuite été en contact avec la psychologue qui travaille au sein de l'institution, et cette personne, en fait, a sondé les résidents et les résidentes pour savoir qui serait à même de parler. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de gens qui étaient tout à fait ouverts à en parler, parce qu'en fait, la sexualité est ultra présente dans une maison de repos, mais seulement quand elle n'est pas parlée, ça peut parfois mener à des situations qui ne sont pas toujours consenties, des problèmes familiaux aussi, quand les enfants veulent justement contrôler la vie de leurs parents qui sont placés en maison de repos. Donc ouais, c'était quand même vraiment grâce à la directrice et à la psychologue qu'on a pu entamer ce travail. Et ensuite, en ce qui concerne les résidents, est-ce que ça a été facile de les questionner, de récolter leurs témoignages? Je dirais facile, oui et non, parce que je pense que la présence d'un micro n'était pas vraiment ce qui posait problème, mais on voit en fait que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à l'exercice, simplement de parler d'eux-mêmes, et qui, pour certains, sont très isolés. Donc voilà, on voyait en tout cas que d'une part, ça pouvait faire plaisir à certaines personnes de voir des gens,
Mais d'autre part, il y avait aussi beaucoup de craintes sur le fait de parler, de sociabiliser, en fait, tout simplement. Vous abordez pas mal de questions dans ce deuxième volet du documentaire, notamment, le consentement dans les maisons de repos, le fait qu'il y a parfois, des situations qui peuvent s'apparenter à des viols puisque certaines personnes, sont séniles et ne sont plus à même de donner leur consentement. Ça vous semblait important d'aborder cette question-là en particulier, qui est vraiment propre au milieu de la maison de repos? Ça nous semblait important dans le sens où, en fait, pendant nos recherches, c'est pas vraiment quelque chose, qu'on aurait soupçonné, en fait. Peut-être parce qu'on n'est absolument pas, immergés, en fait, dans le quotidien et la réalité, d'une maison de repos. Mais c'est cette infirmière qu'on a interviewée, en premier lorsqu'on s'est rendu dans la région liégeoise. C'est cette infirmière qui nous a parlé, en fait, d'un tas de situations, qui, pour elle, faisaient partie de son quotidien. Et ça nous a marqués, mais je pense qu'il faudrait quasiment la traiter dans le cadre d'un documentaire à part entière, parce que là, on ne fait que de pointer du doigt certaines situations qui sont évidemment problématiques. Vous abordez aussi la question, de l'intimité et surtout du rapport au corps dans les 2 épisodes. Qu'est-ce qui ressort de votre documentaire sur comment on sexualise ou non son corps passé, 60 ans, disons? De ce que je retiens de ce documentaire, je pense qu'il y a vraiment 2 mouvances. Il y a des aînés qui, justement, lâchent complètement prise sur la vision, du corps et sont très à l'aise. Je pense notamment, dans le premier épisode du coup, du documentaire, à la fin, il y a un couple, de Bruxellois qui ont, passé 80 ans, qui parlent justement d'aujourd'hui comment ils se perçoivent. Bien que, ils nous expliquent très franchement que leur vie sexuelle, n'est plus active, mais on voit en tout cas qu'ils ont un rapport au corps complètement décomplexé. Et à côté de ça, c'est vrai que, je me souviens notamment dans la maison de repos, je sais plus si on l'a laissé dans le documentaire, mais en tout cas, il y avait plusieurs femmes surtout, qui parlent d'elles-mêmes, en étant assez dures, qui nous décrivent les plis que prennent, leur peau. Donc parfois c'est assez déroutant en tant que jeune de recevoir ce genre de paroles parce qu'on se rend compte de la violence de ce genre de propos, mais c'est clair que, le rapport au corps est bien différent, quand on a passé, 60 ans. Est-ce que les témoignages que vous avez récoltés correspondent aux préjugés que vous aviez avant d'aller faire ces interviews? J'étais assez gênée en fait et au fur et à mesure des entretiens, j'ai commencé à comprendre que, en arrivant justement sans attente et en parlant de l'intime très ouvertement, en leur montrant que l'espace était ouvert à la discussion, et bien, c'est comme ça qu'on arrivait à faire parler, les personnes plus âgées aussi, sur une thématique qui, dans leur jeunesse, n'était pas une thématique qu'on retrouvait, dans les médias mainstream, quoi. Mais par exemple, par quoi vous commencez? Est-ce que vous commencez par leur demander de parler d'eux, de leur vie, avant d'être en maison de retraite, avant d'aborder la question intime? Ou est-ce que vous leur dites tout de suite: «Nous, on est là pour parler de sexualité avec vous»? Non, on a été très franches dès le départ. Après, le dispositif était différent dans la maison de retraite parce que, dans la maison de retraite, la psychologue avait déjà fait un travail en amont pour, savoir si les personnes étaient consentantes à parler de sexualité. Mais par contre, avec, les aînés qu'on a interviewés dans le premier épisode, on arrivait vraiment en leur proposant la thématique. On a échangé plusieurs fois avec eux par téléphone. C'était assez long aussi avec une des personnes du premier épisode et surtout, je dirais, le couple de Bruxellois. Là, on s'est dit avec ma collègue pendant l'entretien qu'on n'allait jamais arriver à leur faire parler de sexualité parce qu'eux-mêmes redirigeaient toujours la discussion sur autre chose. Donc c'est vrai qu'on a dû parfois se confronter à la gêne aussi, au tabou qui entoure la sexualité, mais en arrivant justement sans attente, je dirais qu'on n'a quand même pas eu énormément de difficultés à faire parler les aînés sur leur définition de la vie sexuelle, leur point de vue de l'intimité. À votre avis, pourquoi c'est si tabou, la sexualité des personnes âgées? Bah, je pense qu'on on parle pas à la même génération. Nous aujourd'hui, comme je le disais précédemment, on est habitués à en parler avec nos amis, avec nos proches. On en entend parler partout et pour ça le podcast est un médium qui est justement porteur parce que la thématique de la sexualité, elle est ultra développée et abordée dans le podcast. Mais bah, les personnes âgées viennent avec une vision de la sexualité qui est quand même assez fermée, qui doit rester de l'ordre du privé, qui ne doit pas sortir des murs. La religion aussi, on s'est rendu compte, avait une influence énorme là-dedans.
Je sais qu'on s'est entretenu avec des personnes qui sont ultra croyantes et on voyait en fait que la gêne était beaucoup plus marquée chez eux que chez des personnes qui ont vécu pleinement mai 68 par exemple et qui se vantent et qui se disent justement 68 arts. Donc voilà, je pense la question de la génération aussi et le fait de ne jamais avoir ouvert le débat avant quand eux étaient jeunes qui peut marquer aussi leur perception aujourd'hui et leur manière d'en parler. Vous avez fait le choix d'intégrer, bien évidemment des témoignages de personnes âgées, mais aussi des experts ou des professionnels du troisième âge. Pourquoi ce choix de pas simplement laisser les témoignages, «nus» entre guillemets? Je dirais qu'au départ, c'était aussi un impératif de notre exercice de travail de fin d'études. Après, au cours du montage en fait, des 2 épisodes du documentaire, c'était à peu près 50-50 en fait. 50% de paroles d'aînés, 50% de paroles d'experts. Et on s'est rendu compte que ça inhibait totalement le discours des aînés. Et donc on a vachement réduit. Mais leur rapport était quand même nécessaire, je trouve, pour justement rendre le documentaire un peu plus journalistique, apporter je dirais une part d'objectivité. Et surtout, dans le deuxième épisode, je pense notamment à l'experte qui est issue d'une association qui travaille en collaboration avec un tas de maisons de retraite. Et en fait, cette dame nous a apporté un tas de cas concrets, un tas je dirais, de dérives que la rapidité des soins dans les maisons de retraite implique et cause pour l'intimité des résidents et des résidentes. Ce qui nous a paru ultra pertinent en fait à garder dans le documentaire, quoi. Merci beaucoup Marie-Flore Pirmé. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le troisième âge du sexe ainsi que tous les primés au Bruxelles Podcast Festival. Pour les retrouver, il suffit de se rendre sur le site du festival ou bien sur Slate Audio où ils devraient tous arriver quelques jours après la diffusion de cet épisode de Sans Algo. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu special et d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage et à Victor Benamou pour le mixage.